Bonjour à tous, on est ravis avec Pierre-Éric de vous retrouver pour un nouvel épisode de Movers and Shakers. Salut Pelle. Salut Sophie. Aujourd'hui on accueille une invitée de marque, Solène, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Pelle. Hello. Bienvenue, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors Solène, tu as commencé ta carrière au cœur de la finance traditionnelle, après une formation à Dauphine. Tu passes par de grandes maisons de la banque privée internationale comme UBS, où tu acquiers une maîtrise fine des mécanismes financiers. Au moins. Et la rigueur du secteur. Ouais, tout à fait. Mais très tôt, tu perçois les limites. Et du coup, tu trouves qu'il y a c'est un modèle en décalage avec les transformations technologiques et l'émergence de nouveaux actifs, l'essor des entrepreneurs de la fintech, une difficulté structurelle à se remettre en question. Et du coup, tu vas t'écarter de cette trajectoire et tu vas entreprendre et accompagner des dirigeants, des fonds, des banques, des entrepreneurs sur les enjeux de transformation, de gouvernance et de prise de décision. Ouais, alors il y a eu des étapes quand même. Il y a eu des fails aussi. Il y a eu des fails, c'est normal, ça fait partie du chemin. En parallèle, tu fondes FinScale, un média indépendant qui est devenu une référence sur les mutations de la finance. Ouais. Tu as reçu Pierre-Éric. Avec plaisir. Avec plaisir. Tu brillamment, as fait... brillamment. Tu as fait quasi 400, 300... Ouais, 350 épisodes. 350 si tu comptes les hors-série, mais 400 invités au total, ouais. Et aujourd'hui, tu es reconnue comme une voix singulière de la finance. On aimerait te poser comme première question, d'où viens-tu ? Qui étais-tu quand tu étais enfant ? Est-ce que tu étais prédestinée à faire de la finance puis d'entreprendre ? Raconte-nous un peu ton adolescence, ton enfance. Bah écoutez, en tout cas, ravie d'être là. Moi, déjà en préambule, dire que j'aime beaucoup le travail que fait Daphne. Donc c'est un honneur pour moi d'être invitée à votre micro. Alors d'où je viens j'ai 46 ans et je viens de Paris. J'ai grandi à Paris. J'ai fait, comme tu l'as dit... Personne n'est parfait. Ouais, je le dis souvent d'ailleurs. Donc j'ai grandi à Paris. J'ai fait mes études à Dauphine puis la Sorbonne en finance, banque finance. Et j'étais pas du tout prédestinée à faire de la finance. En fait, je voulais travailler dans le son. Je voulais être ingénieure du son. Ah oui, rien à voir. Non, rien à voir. Mais comme à cette époque-là, on n'était pas vachement... Enfin, tu pouvais moins accéder à des ingénieurs du son, des gens dans la prod musicale, etc. En définitive, j'ai été un peu dans le FOMO. J'ai fait un peu le mouton et j'ai regardé un peu qui faisait quoi dans mes copains, mes frères et sœurs, etc. Et mon frère était en fusion-acquisition à la Deutsche Bank. Et puis, il me décrivait ce qu'il faisait. Je croyais qu'intellectuellement, c'était sympa. C'était des carrières où tu gagnais bien ta vie. Et puis, mes copains me disaient qu'ils allaient peut-être faire du M&A, des choses comme ça. C'était l'époque des hedge funds. Il y avait vachement de hedge funds à l'époque qui se lançaient. Donc, je me suis lancée vraiment un peu par hasard. Et puis, j'étais vachement, je pense, conditionnée par mon environnement familial, avec un père qui avait fait une école de commerce, une mère médecin. Et donc, c'était logique pour moi que j'aille dans ces carrières-là. Et donc, j'ai complètement délaissé le son, que j'ai retrouvé finalement grâce au podcast. Via FinScale, ouais. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui m'a conduit vers les carrières de la finance. Et en définitive, c'est des rencontres au niveau perso qui m'ont fait rentrer chez UBS à ce moment-là. Voilà, ça c'est le lancement, on va dire. Trop bien. Et donc, qu'est-ce que tu tires et maintenant avec le recul t'as passé combien de temps en finance traditionnelle ? Donc, j'ai fait 13 ans en finance traditionnelle chez UBS, Lombard-Odier, et j'ai eu la chance de faire ces années-là pendant la crise des subprimes, la fin du secret bancaire, ce qui était quand même assez... marquant, si tu veux, dans l'industrie. Et puis, la crise Madoff, les Panama Papers. On parle d'une finance qui est soi-disant bien cadrée. En fait, tu réalisais quand tu étais dans ces groupes-là qu'il y avait beaucoup de choses qui nécessitaient d'être nettoyées et encadrées. Et c'est à ce moment-là qu'ont commencé les avalanches réglementaires. Et je pense que c'est ce qui m'a encouragée à petit quitter le monde financier traditionnel et partir vers quelque chose qui ressemblait plus à l'entrepreneuriat et monter une toute première boîte en 2015. Donc finalement, tu étais dans un secteur qui peut-être bougeait pas assez vite ou tu te sentais trop restreinte ?
En fait, ce qu'on a connu, moi, quand j'ai commencé en 2000 chez UBS, il y avait une obsession du service client, honnêtement. À ce moment-là, tu pouvais vraiment faire beaucoup plus de choses avec tes clients qu'actuellement. Aujourd'hui, tout est très cadenassé par la réglementation et pas uniquement en Europe, partout dans le monde. Et la finance que j'avais connue au tout départ, qui était vraiment, je dirais, presque fun, enfin, je ne sais pas si on peut parler de fun, mais on avait beaucoup plus de latitude. Petit à petit, c'est vachement sclérosé. Et en fait, toute la créativité que tu pouvais avoir, parce que les gens ne me croient pas quand je dis que la finance est créative, mais je leur dis, écoutez, FinScale, et vous verrez qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Et tout ce côté créatif que tu pouvais mettre en place pour tes clients, je sais pas, une stratégie d'option, par exemple, une façon d'arbitrer un portefeuille ou autre, en tout cas en gestion, petit à petit, c'est perdu. Finalement, le boulot de banquier et de gérant est devenu vraiment beaucoup plus administratif, donc hyper frustrant. Donc, je trouvais qu'on s'éloignait de plus en plus du client. Et j'avais en moi, je pense le déclencheur, ça a été la naissance de ma fille, la 4e. J'avais en moi cette envie de créer. Donc, j'arrivais plus à le faire dans ces grands groupes-là qui étaient vraiment assez, je trouvais, sclérosés. Et donc, je me suis dit, je vais créer quelque chose en parallèle de mon job. Et c'est ce qui a fait que, juste après la naissance de ma fille, quand je dis juste après, c'est 48 heures après, je suis allée chez le notaire. J'avais demandé à mon notaire, parce qu'à cette époque-là, tu ne pouvais pas vraiment créer comme ça des boîtes. Donc, je dis, voilà, on va créer une société anonyme et je vais lancer un produit. Alors, à l'époque, c'était un produit, un SaaS, pour de la prise de rendez-vous en ligne pour les médecins. Donc, un équivalent de Doctolib en 2015. Et donc... En Belgique ou en France ? Au Luxembourg. Au Luxembourg. Ouais. Et mon CTO, donc, qui était mon mari, qui développe... Family business. Mauvaise idée. Et donc je suis entrée à la maternité avec ma fille, je suis allée chez le notaire et j'ai signé les papiers de ma boîte. Et je me suis dit, ça y est, je suis entrepreneur en même temps que je suis banquier. Enfin, je travaillais à l'époque, c'était Lombardier. Et je me souviens qu'il avait fallu que je demande la validation du Collège des associés à Genève pour avoir le droit d'être mandataire d'une société commerciale en plus de mon job de salarié. La boucle est bouclée en termes de compliance. Voilà, exactement. Et donc, pendant 1 an, j'ai essayé de développer ça. Donc, c'était un cauchemar parce que, en gros, j'avais mes enfants, mon job, mes voyages. Voilà, je voyageais quand même pas mal. Et puis, le soir et le week-end, on se posait avec mon mari et puis on avançait sur ce truc-là. Ça s'appelait Easy RDV. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir le monde entrepreneurial. Donc, c'était un petit peu un fantasme que j'avais de devenir entrepreneur. Je vais devenir entrepreneur. T'étais quand même un peu familière avant de te lancer. Il y avait des entrepreneurs autour de toi Non. Un peu dans ma belle famille, mais pas tant que ça. Et donc, c'est là que j'ai été vraiment m'abreuver de podcasts. J'en ai consommé énormément, beaucoup de vidéos, etc. Et au bout d'1 an, je me suis rendu compte que j'allais pas y arriver toute seule. Donc, j'ai pitché un projet. Alors, j'avais killé le projet de rendez-vous en ligne parce que je m'ai rendu compte que c'était trop petit au Luxembourg, puis il y avait déjà un acteur qui était en place. Et j'ai pitché un projet de prise de rendez-vous de douche pour les sportifs. Bah oui, quand tu es sportif et que tu cours, tu sais jamais trop te doucher, d'accord ? Okay. Donc, je me suis dit, c'est un projet spécial, mais il faut que j'ai un projet pour entrer dans cet accélérateur de start-up. À Luxembourg. Donc, j'ai pitché ce truc-là, j'ai été assez convaincante et donc j'ai intégré un programme sur base de ce projet qui était un peu bidon. Ils se sont dit... C'était un projet juste pour rentrer dans l'accélérateur, mais... Ouais, tout à fait. Donc, j'ai pitché ce truc-là et là, je me suis pris une énorme claque parce que je me suis retrouvée, donc mine de rien, j'étais encore peu de temps avant dans des groupes financiers où, si tu veux, j'avais même pas le droit de télécharger un programme sur mon ordinateur qui n'était pas un Mac, qui était un PC. Et je me suis retrouvée avec des gens qui avaient, moi je devais avoir 35 ans, qui avaient 10-15 ans de moins que moi, qui codaient, qui me parlaient d'inbound marketing, de growth hacking. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde que je découvre à côté de moi et qui est complètement inconnu. Et ça a été vraiment un peu une leçon d'humilité pour moi.
pour apprendre tous ces sujets-là. Donc ce programme, ça m'a permis d'ouvrir les chakras pour finalement lancer une marketplace pour acheter et vendre des objets de seconde main. Il s'appelait mybraderie.lu. J'ai vraiment fait toutes les phases du développement du software. C'était beaucoup dire, hein, c'était vraiment un POC. J'avais été chercher plein d'annonces sur Facebook Marketplace, et puis je faisais le go-between. Enfin, c'était n'importe quoi pour finalement me rendre compte que, encore une fois, ça n'allait pas marcher. Donc je me suis dit, en fait, le meilleur moyen de savoir comment ça marche vraiment quand ça marche, c'est d'aller bosser avec des entrepreneurs. Et voilà, je ne crois pas au hasard. Je déjeune avec un entrepreneur qui me dit, écoute, on est en train de vendre notre boîte. Donc à l'époque, c'était pour vendre une boîte qui faisait de l'instant payment. Ils vendaient ça à une boîte néerlandaise qui s'appelle Payconic. Ils étaient en train de recréer une autre boîte. Ils m'ont dit, viens nous aider. Tu as, on va dire, une certaine culture générale dans la tech. Tu connais rien, mais tu as une culture générale. Et surtout, tu as bossé dans l'environnement régulé, on va monter une boîte de digital onboarding en marque blanche pour les banques. Et tu vas nous aider à la monter. Et donc, je suis rentrée avec ma casquette produit. Et on a monté pendant 2 ans cette boîte. Et j'ai vraiment tout vu. Donc, du développement produit à la certification auprès du régulateur, tout le développement aussi commercial, go-to-market. Et là, en effet, ça a été... Ah oui, en effet, c'est comme ça. Enfin, c'est quand normal ça marche, que les fois d'avant n'aient pas marché. Tout à fait. Et encore une fois, à nouveau, leçon d'humilité. Je m'asseyais vraiment, je restais à chaque fois le plus possible avec les développeurs. Je m'asseyais avec les gars. Je voulais voir comment ils codaient. Je passais mon temps à la cuisine à discuter avec eux. Et c'était des jeunes de 20 ans. Moi, j'étais la mamie de la boîte. Et 2 ans après avoir bossé avec eux, j'ai senti que c'était le moment. Et je me suis dit, je vais recréer une boîte. Donc, le jour où j'ai liquidé ma SA, j'ai recréé une petite, l'équivalent d'une SAS en France. Et je me suis dit, je me relance. Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais je me relance. Et au Luxembourg, on n'a pas d'aide. Hein. Donc, si tu te relances, tu n'as pas le chômage. Il faut que, from day one, tu aies du cash qui rentre. Donc, c'est super motivant pour... Faut y aller, quoi. Ouais. Je me suis un peu perdue dans mon... Non, c'était dans mon très bien. Et alors, explication. quelle était cette boîte ? Cette nouvelle aventure. Alors, cette nouvelle aventure, au départ, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est que moi, je connais la finance traditionnelle, toutes les arcanes de la finance traditionnelle, parce que chez UBS, je m'étais occupée de vraiment développer des nouvelles activités de gestion, développer des nouveaux services, créer, chez Lombard Odier aussi, créer des établissements de crédit. Enfin, donc, j'avais une connaissance de qu'est-ce que c'est que de créer un établissement financier dans un environnement régulé. Pas uniquement au Luxembourg, mais en Europe. Et puis, j'avais toute cette culture de la tech. Et je me rendais bien compte, quand j'échangeais avec des entrepreneurs, qu'ils étaient parfois complètement perdus sur ce que ça nécessitait de mettre en place quand tu crées une boîte dans la fintech. Et que tu es très, très loin de t'imaginer, en fait, le burden réglementaire, juridique, fiscal que tu dois mettre en place en plus de développer ton produit. Donc, je me suis dit, je vais juste créer du service autour de cette activité-là et je vais accompagner des entrepreneurs. Et donc, mon premier client, donc c'était vraiment du conseil, ça a été un entrepreneur qui voulait monter un établissement de monnaie électronique entre l'Europe et l'Afrique. Et je l'ai accompagné jusqu'à sa levée, mais qui n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu le Covid. Et ça, je me suis dit, c'est super, parce que je comprends vraiment comment lui fonctionne, mais il faut que je le ramène à terre et je lui explique en fait comment la finance traditionnelle fonctionne, parce qu'il va falloir qu'il câble ces 2 environnements. Et ça a commencé comme ça. Et puis, assez vite, j'ai eu envie à nouveau de créer quelque chose. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer FinScale. Et puis, voilà, au départ, j'ai commencé à faire de l'audio, puis ensuite, j'ai lancé l'anglais. Et autour de ça, j'ai lancé des différentes activités, différents services. C'est ce qui est maintenant le business que je fais au quotidien. Et donc, c'était en quelle année le lancement de FinScale ? C'était en 2000... alors, j'ai un doute maintenant. C'était en 2020, c'est ça ? C'est pendant le Covid, en fait. Okay. Et j'ai enregistré mon premier épisode. C'était une copine que j'ai appelée. Je me souviens, qui dirigeait un des premiers villages à l'international du village Baïséa. Et je me suis dit, en fait, je vais juste ouvrir le moteur. Moi, ce que j'aime
on en parlait avant d'enregistrer, c'est la mécanique de la finance. C'est vraiment les câbles, c'est comment tout s'imbrique, comment tout fonctionne, mais pas uniquement dans la fintech, mais sur tout le scope financier, donc dans l'investissement, dans le paiement, dans la banque, la crypto, enfin toutes les classes d'actifs, tout ça m'intéresse, parce que je l'ai touché de près ou de loin dans ma carrière. Donc j'ai commencé avec la fintech, puis après j'ai étendu, et puis en fait... j'ai une telle curiosité, une soif d'apprendre qu'à chaque fois, j'ouvre des nouvelles portes depuis maintenant 6 ans. Et donc, tu dis qu'en parallèle de FinScale, tu as lancé d'autres projets. C'est du mentorat de dirigeants, ce genre de choses. Voilà, donc au départ, mais c'est vraiment... moi, je pense... encore une fois, je crois beaucoup à la providence et à l'inspiration. Et donc, j'ai vraiment comme des paliers, si tu veux. J'ai l'impression que j'ai passé... d'abord, il y avait la partie conseil, et puis ensuite, il y a eu la partie média. Et en fait, c'est au fur et à mesure des discussions que j'ai eues avec des clients. La partie knowledge, au départ, j'ai commencé à enseigner à HEC. J'ai développé un cours, puis j'ai vu que ce cours-là, il allait servir... Finalement, il y avait des professionnels qui s'interrogeaient. Donc, du coup, j'ai lancé au départ une masterclass physique que j'ai donnée à des administrateurs indépendants, puis que j'ai donnée à des professionnels. Et puis, je me suis dit, je vais en lancer une en numérique, une masterclass, pas en numérique, mais en digital. Et voilà, et c'est comme ça que je l'ai lancée. Donc ça, du coup, j'ai officialisé la partie knowledge de FinScale. Et alors, avant de commencer, tu nous disais que tu visualisais ta journée et que tu commençais ta journée par écrire. Raconte-nous. Ouais. Alors, moi, je suis très structurée dans ma vie. Et il y a je pense, un des points qui me caractérise, c'est la discipline. Et la discipline de l'écriture que j'ai depuis plusieurs années maintenant. En fait, ma journée commence une fois que j'ai déposé mes enfants, avant de bosser. Vraiment, j'écris dans un... Enfin, j'ai des dizaines maintenant de beaux cahiers. Déjà, je remercie. Je commence ma journée par remercier l'univers, on va dire, du simple fait d'être vivante. Je veux dire, c'est peut-être basique, ça va peut-être vous sembler basique, mais moi, ça ne me semble pas basique de me dire c'est incroyable. J'ai encore une journée à vivre, c'est génial. Et en plus, en bon état. Tu vois. Donc déjà, mais je l'écris et je le pense. Et après, je décris... Donc, tu es disciplinée, mais tu es optimiste aussi dans la vie, globalement? Non, et globalement, hyper optimiste. D'accord. Mais je conscientise la chance que j'ai, tu vois. Okay. Ça veut dire que tu peux être pleine d'énergie toute la journée et qui reste. Quoi. Exactement. Et en fait, le fait... On va faire ça le matin. On va arriver au bureau, on va ouvrir la porte, on va dire putain, aujourd'hui je suis en vie, c'est génial. Mais commence, tous les matins, tu commences et tu dis merci, je suis en vie. Et tu visualises, ça c'est ce travail de visualisation dont je te parlais avant, il est fondamental dans ma vie. Donc en fait, je visualise... la journée telle elle va se passer correctement, tu vois, je me dis toujours, les choses se passent, tout va bien se passer, tout va aller, il n'y a aucun souci, zéro stress, ça va se passer comme ça, je le visualise. Donc, tu ouvres ta boîte mail et tu vois tous les dégâts. Non, mais je veux dire, t'es toujours hyper optimiste. Donc ça, c'est cet exercice de visualisation mentale. Tu vois, je le fais même quand je fais du sport. Donc je visualise ma course. Je m'imagine en train de... Donc c'est pour ça que je fais des courses de reco avant des grandes courses. Et parfois, ça foire. Mais c'est pas grave. Du coup, tu as déjà enjoy le fait de passer à la ligne d'arrivée, même si ça s'est pas réalisé. Mais un autre exemple, quand, par exemple, l'autre jour, il y a quelques semaines, je suis intervenue devant... je pense 600 personnes. J'avais jamais fait cet exercice-là, d'être maître de cérémonie sur un gros event. Et on m'a proposé de le faire. Je me suis dit, génial, je vais tester pour voir un petit peu comment je m'en sors. C'était vraiment pour me tester. J'ai visualisé l'événement. J'ai été voir sur le site de la boîte, visualiser les lieux. Et je me suis vue sur scène. Quand je suis arrivée sur scène, en fait, le cerveau retient l'histoire que tu lui racontes. Si tu vas sur scène, c'est exactement comme tu l'avais imaginé, en fait, ton cerveau est déjà habitué à ça, et donc ça se passe bien. Et donc, ce travail de visualisation, tu peux l'appliquer dans les différentes phases de ta vie, et notamment dans la visualisation, la vision des boîtes. Et c'est pour ça que quand je dis... Ça repose sur des théories que tu as lues, ou c'est oui, juste d'où ça sort, cette habitude? Parce que moi, c'est l'inverse. Si je visualise trop et que je prépare trop, j'ai plutôt tendance à pas être très très bon. C'est vrai ? Ouais.
Écoute, alors moi, j'ai lu pas mal de Mais bouquins. moi, je suis un peu moins discipliné que toi. Je suis plutôt Belle, dans la t'es plus un catégorie freestyler. des saltimbanques que des géomètres. Alors, je m'intéresse à 2 choses indépendamment du business et de FinScale. C'est tout ce qui est lié au fonctionnement du mental et à tout ce qui est spiritualité. Et en fait, le cerveau, si tu veux, va fonctionner énormément par habitude. D'accord ? Donc, si continuellement tu lui répètes que tout est OK, que tout va bien, que finalement, si quelqu'un ne t'aime pas, ça n'a rien à voir avec toi, mais ça a à voir avec l'autre et ça le concerne. À force de te dire ça, si tu te le dis, au bout d'un moment, ton cerveau est complètement C'est habitué. autoréalisateur. Oui, c'est ça. Donc moi, je crois beaucoup à ça et je crois beaucoup à la visualisation dans les boîtes qu'on crée de l'output final, mais pas de façon, je dirais, complètement déconnectée de la réalité. Aussi, tu vois, imaginons que ton board... Tu vas arriver en board, d'imaginer comment le board pourrait se passer et de voir, imaginer aussi des situations qui sont critiques, de voir comment toi, quelle est ta posture, qu'est-ce que tu ressens face à une attaque. Et en fait, tu verras que si tu te prépares mentalement à l'attaque, tu le perçois plus du tout de la même manière. Et ça, c'est vachement, je dirais, ceux qui parviennent le mieux à faire ça, c'est les sportifs. Si tu écoutes des témoignages de sportifs, ils te disent exactement comment ils voient les choses, comment ils visualisent. Ouais, mais on dit souvent que s'ils préparent trop leur course dans la tête, c'est justement les moments où ils sont les moins performants après parce qu'ils l'ont trop préparé, tu vois, ou les matchs de foot. Il y a un équilibre à trouver. Ouais. Exactement, ouais, tout à fait. Moi, je sais que depuis que je fais ça, je suis T'as vu, beaucoup tu vois une plus zen, différence. bien sûr. Ouais, tout à fait. Et pour ceux qui connaissent pas Solène, tu rayonnes d'énergie de manière constante, quoi. Ouais. Donc c'est le, Tu vois. c'est le résultat. Écoute, Donc tu ça es le fonctionne. produit. En tout cas, Tu es pour- le produit de ce que tu. Enfin, On est ce juge que l'on se un fait, arbre c'est à ça, ses ça fruits. c'est On ça. juge un arbre On à ses juge fruits. un arbre à ses feuilles. Ok. Exactement. Donc, Et tu disais aussi que tu faisais beaucoup de... Merde, j'ai perdu mon mot. Le sport, Non, de... Ouais. méditation. Méditation. ouais, c'est ça. Donc, après avoir écrit, visualisé, Mhm. je me pose et je fais rien. Et je te dis, tout ça, ça te prend 30 minutes. Tu te lèves à 5h du mat? Non, je me lève à 6h30, 6h15. Je fais du silence. Je me tais. En fait, je tais mon mental. Je fais une espèce de méditation et j'arrive à plus penser à rien. Et en fait, une fois que tu as fait ça, c'est comme si tu faisais un reset. Tu commences ta journée, déjà, tu es au top. Et le soir, Donc Sophie, demain 6h15, ok? Je risque d'arriver ronflant. et le soir, tous les soirs, je me pose, je remédite. Allez, un quart d'heure. Et ce que je fais après, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, dans la journée, tu remarqueras que... Donc ça veut dire que tu es un peu... tu es en pleine conscience dans pas mal de moments dans ta journée. Il y a des moments où tu as ce qu'on appelle des triggers, c'est-à-dire que tu vas réagir de façon épidermique face à une réflexion qui t'est faite, face à ce que te dit un client, etc. Moi, j'ai vu la différence en faisant ce travail-là. J'ai un exemple encore, il y a 1 an et demi, j'ai un de mes clients qui était quelqu'un qui, dans le passé, avait des très très hautes fonctions dans un grand groupe et qui a lancé sa boîte. Et je les ai accompagnés, lui et son associé, dans le setup d'un fonds. Et je me souviens avoir dit quelque chose à ce client-là qui l'a piqué au vif. Et j'ai complètement... Dans le passé, j'aurais été... je pense que je lui serais rentrée dans le lard. Mais là, c'est complètement passé crème. Il n'y a eu aucune... je ne l'ai pas du tout mal pris, etc. J'ai totalement traité le souci de façon détachée. Et pourquoi j'ai réussi à faire ça? C'est qu'en fait, dès que dans ma journée, j'ai des espèces de triggers, c'est-à-dire des moments où je sens que corporellement, j'ai un trigger, c'est-à-dire que je sens que j'ai les cheveux qui se hérissent sur la tête, j'ai une boule dans le ventre, je suis capable de te dire où ça se situe dans mon corps. J'analyse le soir ce que cette émotion vient me dire. Donc cette émotion, je sais pas, la colère, la tristesse, elle vient m'indiquer quelque chose chez moi qui est pas encore intégré. Et donc typiquement, la vexation, typiquement quelqu'un te dit quelque chose, tu sens que tu es vexé, ça t'a fait hérisser les cheveux sur la tête, tu comprends du coup que ça vient te dire... que tu as un petit problème de confiance en toi à résoudre sur ce problème-là. Si tu fais cet exercice-là comme je le fais... Alors maintenant, je le fais... Ce sera quoi ce soir? Ben non, aujourd'hui, tu vois,
J'ai pas eu de... non, pas de a... trigger. Et attends, donc une fois que tu as identifié la source et le sentiment ressenti, l'analyse, qu'est-ce que tu en fais derrière? Comment tu... Tu te dis, là j'ai un petit problème d'amour-propre, confiance personnelle, et il faut tout simplement que je reboote mon cerveau. Et si ça se reproduit, en fait, il faut, et physiquement tu le fais, tu dis stop à cette pensée, tu dis vraiment physiquement stop, et tu te dis intérieurement, est-ce que je veux continuer à penser ça de moi, ou est-ce que je pense que je vaux mieux que ça? Et si tu fais cet exercice-là, en 3 semaines, tu as évacué cette pensée. Et en fait, au bout d'un moment, à force de faire cet exercice-là, tu n'es plus du tout... ton cerveau, en fait, ton mental n'a plus d'impact sur ton fonctionnement, quoi. Et dans tes phases de méditation, tu adoptes des principes de respiration particuliers ou pas? Et tu écoutes ta respiration, tu la sens, en fait. Tu peux utiliser des méditations audio, ouais. Et le principe, c'est d'écouter l'inspire, le stop de l'inspire et l'expire, et le stop de l'expire. Et en fait, tu fais ça, il suffit pas beaucoup d'inspiration et d'expiration pour que le nerf vague, en fait, se calme. Et à partir du moment où tu es calme, tu peux vraiment laisser ton esprit s'apaiser. Et j'ai remarqué que de le faire, ça faisait un reset. Voilà. Et j'imagine que je sais pas si on peut appeler ça un mode de vie, mais j'imagine que tu le transmets aux personnes que tu coaches. Comment ils l'acceptent ou pas d'ailleurs? Comment ils reçoivent cette méthode? Alors j'y vais pas chacun est, tu vois, différent. Ouais. Et t'en as qui sont plus aware que d'autres. Mais je me rends compte... alors moi je suis beaucoup en contact avec des hommes, plus que des femmes, parce que FinScale, c'est 91% d'audience masculine, donc naturellement, j'ai plus d'hommes. Et je me rends compte qu'il y a énormément d'hommes qui sont déconnectés de l'émotionnel, donc ils ne sont pas du tout capables d'identifier une émotion ou même de la sentir physiquement. C'est moins le cas, je trouve, des femmes. Et donc, le simple fait de pouvoir... moi, j'ai en tête un de mes clients que j'avais eu, qui était tellement fier de me dire que, mais c'est pas du tout cliché ce que je vais dire, mais qu'il avait enfin réussi à pleurer. C'est un homme qui avait 42 ans, qui avait jamais pleuré de sa vie. T'es psy en fait. non, mais après, à partir du moment où tu sens que ça passe vers le psy, tu encourages ton client à aller consulter. Hein. Mais c'est intéressant de voir que l'émotionnel est complètement évacué de nos vies professionnelles, alors qu'on est tous, moi je trouve, bien trop évacués, alors qu'au contraire, comprendre en fait tes émotions te permet de comprendre les émotions des autres et du coup de mieux gérer certaines situations. Et tu arrives à tenir cette rigueur une fois par jour, tu écris, tu médites. Oui, alors sauf quand je prends le train à 6h du mat. Mais c'est très rare que j'écrive pas. Ok. On s'éloigne de ta trame, Sophie. Non, c'est très bien, c'est très intéressant. Peut-être pour venir sur la partie tips, parce que ça, du coup, c'est un super tips aux dirigeants que tu côtoies, ce côté un peu intérieur. Mm-hmm. Quels sont les autres? De mémoire, tu as 3 ou 4 grands piliers que tu essaies de partager et divulguer. Alors non, ça c'est les différents piliers de mon activité. Ouais. Donc ça c'est pas vraiment des tips. Je pense le tips principal qui est complètement occulté par beaucoup d'entrepreneurs, c'est de vraiment préserver son énergie le plus possible. Je te vois te marrer. Non, mais comme la vie d'un entrepreneur, elle consiste à gérer des problèmes quotidiens. Donc comme on est happé par le quotidien et les problèmes. Tu as raison, mais c'est difficile de trouver le temps et de l'appliquer. Ouais. C'est pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment ces espèces de petites pauses. Moi, je me suis moi-même entraînée pour faire ça, de faire des espèces de petites pauses de 2-3 minutes, juste de respiration. C'est rien, 2-3 minutes. Hein. Tu vas aux toilettes, tu te poses, et en fait, ce fait de calmer le nerf vague par la respiration, si tu le fais 2 fois dans l'après-midi, tu as déjà, je trouve,
garder une partie de ton énergie. Tu as réussi à repousser, à gérer l'urgent versus... C'est quoi le nerf vague là? Ça fait 3 fois que tu le dis, mais je suis censé savoir ce que c'est, quoi. C'est un nerf que tu as dans ton corps et qui te permet de réguler en fait tout ce qui est émotion. Après, je ne suis pas spécialiste, mais il est hyper important justement pour calmer en fait le stress, etc. Si t'es pas... Tu vois, je sais pas si tu es déjà stressé. Ça t'arrive d'être stressé, Fel? Demande à Sophie, je ne vais pas être très objectif, quoi. On stresse tous. C'est vrai. Non, mais la respiration, c'est vraiment... il faut écouter Huberman Lab. Tu connais ou pas? C'est un podcast qui est génial d'un médecin américain. Alors, c'est des podcasts qui durent 3 heures, 3 heures et demie. Tu regardes tout ce qui concerne la respiration et l'impact de la respiration et du sommeil, by the way, sur la façon dont tu vas gérer ton stress au quotidien. C'est fondamental. Pareil pour le sommeil. Oui, c'est sur la respiration, c'est pour ça que je te posais la question. Je suis assez sensible à la respiration, parce que j'ai vu les effets positifs que ça a quand on en a conscience. Ouais. Et attends, on était sur ton tips. Oui, donc de prendre respect, le temps. De vraiment, non, de préserver son énergie, etc. Et tu vois, le petit check de fin de journée, ça permet aussi de te poser et de voir ce qui a été énergivore dans ta journée. Et tu te rends compte aussi que certaines personnes sont extrêmement énergivores, et donc ça te permet de prendre des actions pour un petit peu doser certains qui vont venir systématiquement te voir et t'écraser en fait, écraser ton énergie, te pomper de l'énergie. Ça te permet d'être beaucoup plus clairvoyant en fait sur certaines situations si tu te poses tous les jours en faisant cet exercice de relecture en fait de ta journée. Et cet exercice, d'après toi, peut éliminer beaucoup d'autres sujets qui auraient pu découler d'un stress ou d'un... Non, pas éliminer, mais en tout cas être très clairvoyant en fait. Si ça se reproduit. Exactement. Donc ça fait partie de ton activité, des conseils que tu donnes aux dirigeants qui viennent te mandater, c'est ça? Oui, donc c'est vraiment cherry on the cake. Puisque, en fait, moi, mon activité consiste aussi à accompagner sur de la structuration. Mais, tu vois, ça peut être, par exemple, je crée une manco, je crée une entreprise d'investissement, je crée une banque, comment on s'y prend, comment on fonctionne. Tout à l'heure en intégrant. Mais souvent, et ça, on revient toujours à la problématique de la vision et la visualisation, souvent les gens se disent « je vais créer un fonds » ou « je vais créer une banque », etc. Donc, super. Mais les questions fondamentales de « pourquoi tu le fais ?» avec qui tu as envie de bosser, à quoi ça va ressembler, les gens ne creusent pas suffisamment et donc partent très souvent dans le concret, l'opérationnel, sans se poser les bonnes questions. Et moi, j'ai des clients avec lesquels j'étais censée travailler sur un projet ambitieux, mais je leur ai dit non, avant de se poser, moi, je veux comprendre réellement pourquoi vous le faites ensemble, etc. Et juste avec une séance assez intense d'approfondissement du sujet, parfois j'ai fait sur plusieurs séances, en travaillant aussi avec les équipes opérationnelles, tu te rends compte qu'en fait, soit la boîte, elle n'a pas réellement pensé au business, quel est le business qu'on en attend, elle n'a pas forcément pensé à l'impact opérationnel, c'est-à-dire toutes les équipes qui vont être mobilisées pour mettre en place ce projet-là, et pour au final décider de ne pas le faire. Donc moi, j'ai des clients que j'ai accompagnés et que j'ai sauvés, entre guillemets, d'un projet hyper ambitieux, mais qui n'était pas fait pour les bonnes raisons. Et donc, c'est pour ça que je me suis associée avec Adrien Chaltiel. On va parler de Board Project. Voilà. Et donc, quelle est la genèse? Comment vous est venue l'idée? Et explique-nous un petit peu ce que vous faites et quelle est l'ambition. Donc, Board Project, c'est un projet qui est né il y a un peu plus d'1 an, qu'Adrien Chaltiel, que tu connais bien, qui est un des fondateurs de Eldorado, qui depuis a quitté, et qui se dédie principalement sur Board Project. Et il m'avait contacté parce qu'il avait en tête de développer une activité sur les operating partners avec les VC. Et puis, moi, de ce que je disais, des retours que j'avais sur le marché VC, en tout cas français, il y avait très peu de venture capitalistes qui étaient prêts à avoir des operating partners full-time dédiés aux boîtes du portefeuille. C'est beaucoup plus développé aux États-Unis, mais aussi parce que le marché est beaucoup plus vaste. Et puis, Adrien est revenu me voir quelques mois après en me disant, mais en fait, il y a un truc à creuser sur les administrateurs indépendants. Et je dis, là, je t'interromps juste sur les operating partners. En fait, on a essayé, ça existe moins en Europe.
parce que ça a un coût. Et comme on a des fonds et des sociétés de gestion qui gèrent des montants qui ne sont pas encore astronomiques, on n'est pas en capacité de financer ces operating partners. Mais tu as entièrement raison, ça fait partie de la proposition de valeur. Et nous, ce qu'on a fait chez Daphne il y a 10 ans quand on s'est créé, on a voulu essayer de dupliquer le modèle d'operating partner qui existe aux États-Unis sans avoir les moyens. Et donc, on a mis toute cette galaxie de talents qui aident les boîtes dans lesquelles on investit à travers une communauté qui est aujourd'hui composée de 450 personnes et qui sont des profils qui ont investi dans nos fonds, donc qui ont des intérêts alignés avec les nôtres. Donc, on a contourné la contrainte qui ne nous permettait pas d'avoir l'ensemble des profils et des expertises qu'on aurait souhaité de cette manière-là. Mais c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas. C'est qu'on n'a pas, il y a très peu de sociétés de gestion de pure venture qui ont 10 milliards sous gestion, comme Andreessen Horowitz, qui a 150, d'ailleurs qui a plus que 10 milliards et qui a 150 operating partners sur son PNL. Oui, tout à fait. Mais c'est une histoire de taille. Hein. Voilà, mais il y a une explication. C'est la volonté, elle est là, mais... Ouais. Mais en revanche, le sujet des board members indépendants est clé, donc explique-nous. Donc, Adrien me contacte et on en discute et je lui dis, écoute, moi, ça m'intéresse davantage puisque moi, ça fait plusieurs années que je suis dans des boards comme administrateur indépendant. Et je vois l'effet que ça a, c'est positif, quoi. Et donc, il a joint à ce projet-là Louise-Marie Véron, Michael Chekroun, Benjamin Blasco. Et donc tous les 5, on a créé ce collectif qui vise vraiment à mieux faire connaître cette fonction d'administrateur indépendant, développer des bonnes pratiques, des formations, peut-être un jour des certifications pour accompagner les administrateurs indépendants, parce qu'il y en a en fait pas mal dans la tech, au départ en France, et nous souhaiterions bien sûr plus développer ça en Europe, parce qu'on se rend compte que c'est très lacunaire, mais pas uniquement en France. Hein. Il y a ces mêmes problématiques un peu partout en Europe. Ce dont on se rend compte, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais le choix n'est pas forcément fait pour les bonnes raisons. L'administrateur indépendant n'est pas sélectionné en fonction des besoins de la boîte au moment où il est sélectionné. Peut-être gardé parfois trop longtemps, pas forcément bien payé. Souvent, c'est fait pro bono. Et donc, c'est pas très professionnel. Donc, tu as des secteurs dans lesquels c'est extrêmement développé pour des raisons de gestion du risque. Et moi, je le connais bien puisque je suis aussi dans des boards de sociétés en finance, où là, c'est très encadré. Et tu dois avoir au minimum un administrateur indépendant. Je te parle au Luxembourg. Sur certaines sociétés, même sur des fonds d'investissement. Et je vois l'avantage que c'est et le rôle que j'ai. C'est très intéressant d'être dans cette position où tu es, alors je prends l'exemple des fonds, mais ça peut être pareil pour les startups, tu peux vraiment jouer un rôle de contre-pouvoir entre les investisseurs d'un côté et les dirigeants de l'autre. Si tu es à plusieurs, ça va être encore plus intéressant. Tu peux vraiment ouvrir des portes, faire des intros hyper quali, tu peux accompagner les boîtes. J'avais fait un épisode d'ailleurs sur FinScale d'une administratrice indépendante au sein du groupe Amundi, et tu te rends compte, en fait, c'est très intéressant d'avoir ce type de profil dans un comité de risque ou dans un comité d'audit. C'est vraiment des personnes qui vont apporter un éclairage très différent des gens qui sont obsédés par les metrics de la boîte, point. Alors qu'en fait, il y a peut-être une vision beaucoup plus macro globale, des éléments de risque qui sont souvent des blind spots des boîtes et qui sont super importants dans la tech. Donc voilà, c'est comme ça que le Board Project est né. Et nous soutenons l'initiative puisque nous, depuis maintenant très longtemps, ça fait partie quasiment des conditions d'investissement de prévoir d'avoir un board indépendant suivant les critères que tu décris. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des intérêts alignés, qu'il y ait un engagement qui soit fort et formalisé. Et on voit le bénéfice que ça apporte parce qu'en fait, le pain principal, si on est très honnête, c'est que les VC ont un ego qui parfois peut être assez disproportionné, ce qui conduit à avoir des avis sur tout sans obligatoirement avoir la légitimité et l'intérêt et la force d'avoir des administrateurs indépendants qui, eux, sont légitimes sur un certain nombre de sujets,
finalement, c'est de couper court à des avis pas toujours très pertinents et pas toujours très légitimes. Non, donc, tout à fait. Et puis aussi, je pense, un rôle à jouer sur le volet plus soft skill et humain, parce qu'il y a beaucoup de technicité, alors que dans ces boîtes-là, il y a vachement besoin d'accompagner aussi la détresse. Il ne faut pas que le board soit là pour censurer, mais il faut qu'il soit là pour aider. Et en fait, l'accompagnement, il passe notamment par la gouvernance, et une gouvernance appropriée par rapport aux enjeux de la boîte. Totalement, mais faite sans violence, c'est ça que je veux dire. Et l'administrateur indépendant, souvent, moi je le vois parce que j'ai été aussi dans des boards, par exemple d'une boîte en InsurTech, je faisais très attention à bien, c'est pas du care auprès du CEO, mais de préparer les boards pour qu'ils sentent en fait un petit peu le board avant et que ce soit pas genre la découverte. Donc c'est aussi travailler en équipe en fait. Il y a un travail d'équipe au niveau du board qui est souvent négligé, je trouve. Et on attend un peu le dernier moment. Et tu vois, tout le travail de la préparation du board pack est essentiel. Et je pense que souvent, c'est pas suffisamment travaillé. Et il y a un autre sujet sur lequel j'ai envie de revenir, c'est que dans ces boîtes-là, tu peux avoir un risque de litige entre associés, des choses qui vont apparaître justement en période de stress, et donc avoir au sein du board des personnes qui ont cette hauteur, qui ont aucun intérêt en fait, si ce n'est le fait que la boîte se développe bien dans sa globalité, pas uniquement pour générer de la performance, mais pour l'entièreté des stakeholders, c'est très bénéfique. Mais on voit tout le bénéfice, on va faire un peu de name dropping, mais tu vois, dans le board indépendant des sociétés qu'on accompagne, on a Alain Dinin, Yann Evin, Jérôme Tafani, Laurence Parisot, Jacques Vera, Patrice Thierry, Olivier Dussopt, Philippe Germont. Enfin, on en a plein et on est tellement heureux de les avoir à nos côtés. Donc, on en profite pour les remercier. Top. Bravo. Qu'est-ce qui t'avait rendu, qu'est-ce qui vous a rendu chez Daphne aussi sensible sur le sujet? Je l'ai dit, et c'est être un peu cash, mais avoir 4 VC qui n'ont jamais été entrepreneurs, qui ont des égos hypertrophiés, et quel que soit le sujet qui veulent la ramener, c'est une perte de temps pour tout le monde, et l'entrepreneur en premier chef. Donc on a essayé de se dire, attends, comment on fait pour éviter ces situations qui sont abracadabrantesques, où on perd tous notre temps, où on détruit de la valeur. En fait, il faut être honnête, il y a des boards qui sont tellement inefficients qu'on détruit de la valeur. Donc si on investit, comment on fait pour multiplier les chances de réussir, puisque le métier est tellement risqué qu'il faut essayer à tous les niveaux d'être les meilleurs et d'avoir toutes les cartes en main pour, à la fin de la journée, être successful. Et le board, comme plein d'autres sujets, notamment comme on investit dans du capital humain, il y a constituer la bonne équipe quand on est entrepreneur et qu'on développe un projet. Mais le board, c'est aussi du capital humain. Et finalement, il faut bien gérer aussi cette partie-là liée à du capital qui est humain, quoi. Oui, et faire évoluer, ça c'est un autre point aussi que je trouve intéressant. Tu as entièrement raison, c'est quand on est board member, mais bon, ça, même nous, alors là pour le coup, c'est tentant quand même quand on accompagne un projet et qu'on est lead investor de rester. Tu vois, c'est difficile de se dire on va laisser notre place alors qu'on reste un acteur assez important dans la table de capi. Donc ça, c'est des choses on doit avouer, c'est difficile de se désengager. Mais de faire son point, on parle de l'auto-évaluation dans les boards, de faire une auto-évaluation et de donner des grilles de lecture pour les board members indépendants ou board members, de savoir s'ils sont encore légitimes et de faire cette évaluation annuelle, pour moi, c'est ultra sain. Et de faire une évaluation, et tu en as d'ailleurs dans le secteur financier, des évaluations indépendantes des boards. Tu fais venir des gens, et ça, c'est le deuxième point principal. Et le troisième point qui est négligé, c'est la formation du board sur des sujets. Alors en finance,
chaque fois, on te ressort le volet lutte anti-blanchiment, au secours, mais le volet cyber-risque, etc. C'est des risques majeurs sur les boîtes qui peuvent réellement avoir un impact, donc, ou l'intelligence artificielle, d'assurer que le board a un niveau de compréhension suffisamment important. Parce que c'est pas parce que la personne a occupé un poste important que ça la légitime forcément sur tous les sujets. Pas du tout. Donc, être conscient de ce que chacun apporte, mais être conscient qu'au niveau de l'organe lui-même, la compétence est suffisamment élevée aussi sur des sujets plus d'actualité, quoi. Donc, quelles sont les actions que vous menez concrètement ? Enfin, il y a des événements, il y a des formations, il y a des... Mais voilà, tout à fait. Donc, ça fait qu'1 an qu'on existe. Hein. Ouais. Donc déjà, on a créé un collectif. On a eu 4 Vous avez un pool d'administrateurs indépendants ? On a un pool d'administrateurs indépendants. Donc, il y a une partie, pas tout le pool qui est sur le site internet. On a donc une 60aine de personnes qui nous ont rejoints, donc avec quand même un gros passé d'entrepreneurs, des personnes repeat founders avec, moi je me sens toute petite par rapport à eux, mais donc entrepreneurs vraiment au travers de tout le scope économique, donc plein de différentes verticales, hein. Il n'y a pas uniquement de la finance, de la santé, mais plein d'autres sujets couverts par les administrateurs indépendants de Board Project. L'objectif, c'est vraiment donc, de diffuser l'information. On a sorti un premier, on va dire, c'était le premier guide, plutôt une perspective sur la notion d'administrateur indépendant. On va sortir un nouveau, on va dire, white paper sur la rémunération des administrateurs indépendants. C'est dans le four là en ce moment, donc on vous tiendra au courant. Donc ce type d'informations, des formations actuellement qui ont lieu en physique, mais qu'on va professionnaliser. Je parlais de certification. C'est pas professionnel en physique ? Si, mais à plus grande échelle. On va plutôt scaler, si tu préfères. Et puis, bien entendu, mettre à disposition les administrateurs. J'espère que tu l'as pas mal pris, que ça va faire partie de tes points de débrief du soir, quoi. En fait, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Non, mais ça va. Ça va. Ouais, nickel. Donc voilà, je parlais de formation, pool dispo pour les boîtes dans la tech, et puis vraiment donner des tips aussi, tant côté investisseur que côté entrepreneur. Donc le premier guide, entre guillemets, qu'on avait sorti, il donne déjà des tips. Donc l'objectif, c'est qu'on développe davantage d'outils comme cela. Et puis nous mettre aussi en relation avec nos équivalents dans d'autres pays pour voir éventuellement les autres bonnes pratiques des pays, même si, comme je disais tout à l'heure, c'est relativement embryonnaire dans les autres pays aussi. Mais c'est un très beau projet qu'on est fiers de soutenir, donc bravo pour tout ça. Et merci de faire un éclairage dessus. Et oui, merci du partage. Je vois que l'heure tourne et on a pour habitude de clôturer les épisodes par une question un peu plus légère. Vas-y. Et on voulait te demander quel est le bouquin que tu pourrais recommander à nos auditeurs. Ta dernière lecture ou bien celle qui t'a récemment marqué? Alors, ça peut-être être bateau, mais j'ai envie de vous recommander Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Un très bon classique. Voilà, ouais, que je relis régulièrement. Et comment tu vois l'écosystème en 2026, puisqu'on est en train d'entamer la nouvelle année? Question vision. Ouais. On ne va pas parler de géopolitique ni de politique, non. Mais si on se concentre uniquement sur notre marché. Écoute, y a toujours cette tension autour des exits dans les portefeuilles de VC. Et donc, la complexité que vont avoir les fonds et qu'ont déjà les fonds à relever des prochains fonds. Je pense il va y avoir une rétractation. Ça se dit ça ? Rétractation sur tout l'écosystème. Moi, je pense pas mal de build-up entre start-up, scale-up. Je suis pas très optimiste, honnêtement. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais je pense tant qu'on n'aura pas suffisamment de liquidité, ça va être encore compliqué dans les 12 prochains mois. On verra. Il ne se prononcera pas. Ouais. Non, mais c'est long. Mais il faut se dire qu'on fait partie de... Enfin, que l'innovation, d'un point de vue économique, elle est fondamentale.
qu'on finance l'innovation, que le marché il s'est toujours structuré autour de succès et d'échecs, que finalement on a connu assez peu d'échecs pendant un certain nombre d'années. Donc on rentre dans une phase où il y aura peut-être plus de sociétés qui vont faire défaut, mais inversement il y aura aussi des succès. Et comme tu le disais, il y a un problème de liquidité, mais par ailleurs, il y a encore des liquidités, il y a encore de la dry powder, et il y a plein de ruptures à venir qui sont fascinantes, et notamment autour de l'IA, avec une adoption des services qui est juste incroyable et qu'on n'a jamais vécu. Donc on vit aussi des choses qui sont exceptionnelles et enthousiasmantes. Donc nous, on retient que la partie positive. Alors moi, il y a quelque chose que je trouve... terminer sur cette note positive. J'enseigne à HEC et je mentore aussi des étudiants dans le cadre du Launchpad. Je ne sais pas si tu connais. Nous, on a un fonds qu'on a monté en association avec HEC, les déterminés et Live4Good. Ah, je savais pas ça. Et donc, on est très proche d'HEC et notamment les équipes du Launchpad et qui promeuvent l'innovation de manière générale et l'entrepreneuriat social. Et on salue Inge. Tu vois, d'être en contact avec ces jeunes, moi ça me dynamise. Je trouve qu'ils ont plein d'idées et enfin voilà, ça me donne énormément d'espoir. Voilà. Pour terminer, on va terminer là-dessus. Allez. Merci Solène. Merci Solène, à très vite. Au revoir. Merci Salut. beaucoup.